Madame Rouquet. J'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Rise up and see the light. Rise up and see the light. Feeling of being alive. Feeling of being alive. Rise up. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous, docteur Nicolas Leblanc, co-animateur de cette émission depuis plus de 3 ans. Covid, mi-temps, prolongation ou fin de match, 2e épisode. Alors, l'émission d'aujourd'hui sera avec le professeur Christian Bréchot, qui est ancien directeur de l'Institut Pasteur et de l'INSERM, et désormais à la tête de Global Virus Network aux États-Unis, une coalition internationale de virologues médicaux dont le but est d'aider la communauté médicale internationale en améliorant la détection et la gestion des maladies virales. Nous avons consacré l'émission la semaine dernière au professeur Didier Pittet pour justement savoir comment allait se terminer cette 4e vague, comment l'immunité collective pourrait être au rendez-vous. Bref, encore de nombreuses questions à poser et nous sommes avec Christian Bréchot. Bonjour Christian Bréchot. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes aux États-Unis, je viens de le dire. Est-ce que la 4e vague se termine aux États-Unis ? Ah non, malheureusement aux États-Unis. Alors d'abord, les États-Unis, c'est très hétérogène, hein, il y a les 50 États. Je dirais que dans le nord des États-Unis, où le taux de vaccination a été vraiment fort, il y a encore une épidémie, mais elle est à peu près contrôlée. Par contre, malheureusement, dans des États du Sud, en particulier le Texas, mais aussi la Floride, également dans le Missouri, dans plusieurs de ces États, en Louisiane aussi, malheureusement, l'épidémie flambe actuellement. Il y a environ 150 000 cas par jour aux États-Unis. On est quand même maintenant à 40 millions aux États-Unis de personnes qui ont été infectées et je crois aujourd'hui 658 000 décès. Donc on est vraiment en plein encore dans l'épidémie et bien sûr dû au variant Delta. Et vous ne voyez pas la fin, le professeur Pittet nous disait la semaine dernière que en France, ça va se terminer. Vous n'avez pas encore une idée précise de la fin de cette 4e vague? Bon, je crois que il faut être vraiment extrêmement prudent parce qu'on a tellement eu de surprises désagréables avec ce virus. On a l'impression, par exemple en Floride, qu'il y a un plateau qui est en train d'être atteint pour les hospitalisations. Il faut savoir que les hôpitaux à Tampa, où je travaille à University of South Florida, le Tampa General Hospital, ils sont débordés. Hein. On a une situation qui peut rappeler celle de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Polynésie. Les choses semblent aller vers un plateau, mais on n'a pas encore aux États-Unis de visibilité sur la fin de cette vague. C'est vraiment ça la réponse honnête. Christian Bréchot, vous êtes un virologue, un spécialiste. Est-ce que vous avez été surpris par la violence de ce virus, par ce virus Delta, en termes de plus transmissible et plus grave finalement aujourd'hui démontré? Alors, il y a 2 choses. Finalement, pas fondamentalement surpris. Il faut vraiment rappeler que l'évolution de beaucoup de ces virus, c'est effectivement par des mutations qui ont comme caractéristique d'augmenter la contagiosité. Il faut toujours se rappeler, on a commencé par l'isola dit de Wuhan au début 2020, et puis il y a une première mutation dont on parle souvent pas beaucoup, la fameuse D614G qui est arrivée vers février 2020, qui s'est diffusée au monde entier. Et il y a eu un niveau de contagiosité entre cette mutation par rapport au premier isola qui était déjà très augmenté. Ensuite, on a eu les autres, le fameux UK qu'on appelle Alpha maintenant, le Brésilien, enfin, etc. Et puis, effectivement, vous avez raison, on a vu apparaître Delta avec à nouveau un saut de contagiosité. Fondamentalement surpris, non, parce qu'on savait que ça pouvait arriver. Et je voudrais dire par contre une chose sur la sévérité. C'est discuté. Il y a effectivement un papier qui est sorti la semaine dernière de UK, justement, du Royaume-Uni, qui semble indiquer
une sévérité accrue. C'est possible, c'est vraiment pas certain. C'est très, très difficile de savoir si un isolat a en lui-même une sévérité accrue, parce que en fait la gravité de la maladie, elle dépend d'un équilibre entre le virus, l'eau, des facteurs d'environnement, les systèmes de santé. Le fameux variant dit alpha qui est venu du Royaume-Uni à l'automne dernier, à un moment on a dit qu'il était plus sévère et puis on est revenu en arrière. Donc je laisserai ça pour l'instant avec un point d'interrogation. Mais par contre sur la contagiosité, on savait que ça pouvait arriver, encore une fois, et ça a diffusé et ça diffuse au monde entier. Par rapport à ce que disait Didier Pittet pour la fin de l'épidémie, c'est ça la grande question. C'est est-ce qu'on a une vaccination suffisante actuellement pour empêcher l'apparition de variants qui seraient encore plus contagieux et qui prendraient le dessus? Alors on va y venir, mais déjà on a fait ensemble beaucoup d'émissions, en particulier tous les deux avec Yves Calvi, et on était de ceux qui disaient aux Français « vaccinez-vous, c'est important de se vacciner ». Et on disait « regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Israël, ça vaccine ». Et puis là, 6 mois plus tard, on s'aperçoit que les Français sont très vaccinés et que le taux de vaccination est important en France et que la 4e vague va se terminer probablement grâce à ça et que vous êtes toujours dans la 4e vague parce que vous n'êtes pas assez vaccinés. Exact. C'est le lièvre et la tortue, hein. C'est-à-dire qu'on a commencé en France de façon beaucoup trop lente. Je ne dis pas du tout ça pour être polémique, on est là simplement pour analyser les choses pour que les prochaines fois on soit plus efficace. Donc on a commencé en France de façon beaucoup trop lente et ça a eu des conséquences malheureusement en février et mars sur les hospitalisations et donc sur certains décès. Par contre là, ça fonctionne vraiment bien et tu as raison. Les États-Unis, ça a été l'inverse. Ils ont commencé à fond. Quand même, globalement, il faut bien voir que ça dépend beaucoup d'un État à l'autre. Hein. Dans les États du Nord, on est à plus de 80% de la population qui est vaccinée. Et même quand on prend les chiffres globaux aux États-Unis, quand on prend les populations qui sont de plus de 50 ans, les pourcentages de vaccination sont quand même vraiment, vraiment très élevés. Mais enfin, globalement, ils ont stagné et c'est tout à fait vrai que la France et d'autres pays d'Europe, hein, en particulier le Portugal, sont clairement maintenant dans une meilleure position. Alors on va revenir, on va dire 2 ans en avance. Le coronavirus, c'est une menace qui n'est pas nouvelle, hein, puisque c'est le 5e de la famille. Pourquoi le monde s'est fait déborder ? Il y avait trop de confiance en ces scientifiques, une certaine somnolence des épidémiologistes, alors que vous, les virologues, vous sonniez l'alerte ? Alors, c'est également une bonne question sur laquelle il faudra que chacun balaye devant sa porte, pour être clair, hein, parce que c'est une responsabilité collective. Ce que je trouve très frappant, c'est qu'au moment de l'épidémie d'Ebola, on a vraiment fait des progrès en santé publique globale dans le monde. Il y a eu un certain nombre de dispositifs, y compris à l'OMS, hein, un réseau qui s'appelle le GOARN, Global Outbreak Research Network. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Les maladies infectieuses sont passées à l'agenda politique des G7, des G20, etc. Si je commence par ça, c'est qu'à ce moment-là, on disait effectivement dans les meetings, attention, s'il y a un virus respiratoire qui arrive, ce sera encore beaucoup plus grave que ce qu'on voit avec Ebola et avec un certain nombre de fièvres hémorragiques. Et pourtant, effectivement, en janvier 2020, on s'est fait déborder. Je crois qu'on s'est fait déborder parce qu'on a associé au même moment plusieurs lacunes. On a associé des faiblesses de l'OMS. Je ne fais pas partie des gens qui tapent systématiquement sur l'OMS, mais on a vraiment eu un problème dans la manière de gérer les premières phases. On a eu bien sûr l'opacité politique complète de la Chine, et puis on a eu un manque d'écoute de la science de la part d'un certain nombre de politiques, et là je ne cherche pas du tout à être polémique, hein, mais qui a été catastrophique, enfin ce qui s'est dit sur les masques, ce qui s'est dit. Donc, alors après, les virologues, je pense qu'on a réagi un peu trop lentement. Donc il y a eu un ensemble de choses qui se sont combinées pour qu'à l'arrivée, on soit vraiment en échec. Et le grand enjeu pour la suite, c'est un vrai mécanisme de coordination avec un OMS
une OMS qui doit avoir un vrai pouvoir. On nous dit souvent que c'est théorique, qu'on n'y arrivera jamais, mais il va bien falloir y arriver, parce que l'absence de coordination des politiques nationales, l'absence de réactivité, l'absence de liaison suffisante entre ces institutions et les virologues et les scientifiques, et l'absence de prise de responsabilité par certains virologues, tout ça ne peut pas se reproduire, c'est pas possible. Vous plaidez pour un GIEC de l'infectiologie, un GIEC des virus, des épidémies ? Oui, exactement, oui. Absolument, je pense qu'il... Ouais. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution des modes de vie ? Et finalement, est-ce que cette épidémie, cette pandémie mondiale, c'est pas le signe aussi d'un mode de vie qui a ses limites aujourd'hui ? Si, absolument. On arrive aux limites de modification, je dirais, de l'écosystème humain par l'homme lui-même, en fait. Parce qu'il est clair que, enfin, on le sait tous, mais il faut le redire, changement climatique, déforestation, urbanisation, plus migration humaine, c'est pas un hasard. Jean-François disait effectivement qu'on est quand même dans le 5e corona. Quand vous regardez les coronavirus, au moins 3 sur 5 ont commencé à être transmis à l'homme au cours des 15-20 dernières années. Il se passe quelque chose. Il y a actuellement, il faut savoir, 4 autres coronavirus qui sont prêts à sauter, entre guillemets, de la chauve-souris à l'homme. Il ne s'agit absolument pas de faire du catastrophisme, c'est pas ça du tout. Mais on est dans une situation où on ne peut pas, même quand cette pandémie elle va pas disparaître, on va probablement y venir, elle va rester, à mon avis, à bas bruit, on va la contrôler par une vaccination, mais elle va pas disparaître. Mais on va la contrôler vraiment. Quand elle sera contrôlée, si on se contente de repartir comme avant, on aura à nouveau la même catastrophe. C'est la règle en virologie qu'un mutant chasse un autre ? Oui, absolument. C'est vraiment ça. Chaque mutant, c'est pour ça, par exemple, le mutant dit sud-africain, dont on a beaucoup parlé à un moment, qu'on appelle maintenant bêta, c'est celui qui clairement résiste le plus au vaccin. Notre chance, c'est que clairement également, il a été complètement dépassé par le variant, d'une part alpha, mais surtout par le variant delta. Donc effectivement, et la même chose pour le variant dit brésilien, P1. Il y a un autre variant qu'on appelle lambda, qu'on a trouvé en Amérique du Sud, qui s'est beaucoup diffusé. On en parlait sur la Floride, il y a eu quelques cas, mais on voit très bien qu'il n'arrive pas, entre guillemets, à prendre le dessus sur le delta, et tant mieux, parce qu'il semble également plus résistant au vaccin. Donc c'est vraiment une compétition entre virus, pas pour la sévérité, parce qu'en fait un virus n'a pas intérêt, entre guillemets, si on veut parler de façon un peu simple, à induire des maladies sévères chez l'hôte, mais vraiment pour sa capacité de se diffuser, pour sa contagiosité. Mais cette chasse croisée, ça peut durer longtemps ? Ça durera jusqu'au moment où on aura réussi à vacciner le monde. Et c'est le grand enjeu maintenant. Tu disais effectivement que en France, en métropole, on est en train de voir la fin de cette vague. On est en train d'atteindre un niveau de vaccination plus le pass sanitaire, si on continue à être un peu raisonnable, qui vraiment, enfin il faut être très prudent, mais doit nous permettre vraiment de contrôler les choses. Mais si au même moment, on laisse en Afrique, en beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud proliférer ce variant, fatalement, il va générer un nouveau variant. C'est l'évolution normale des virus, en fait. Et ça s'arrête un jour ou l'autre, j'imagine, cette variation, pour que les pandémies cessent. Sinon, l'humanité aurait déjà périclité. Oui, c'est un très bon point. Et la réponse honnête, c'est comment s'arrêtent les épidémies et les pandémies ? Eh bien, c'est pas toujours très clair. Mais si vous regardez même dans l'histoire, quand vous regardez même les grandes épidémies de peste, bien sûr, il y a eu des interventions, des isolements, etc. Mais pourquoi à un moment, effectivement, les choses s'arrêtent, c'est pas parfaitement clair. Le plus probable, c'est qu'on aura
une pandémie à bas bruit, c'est-à-dire que le virus sera encore là, et donc on sera vacciné de façon régulière. Le grand sujet, c'est avec quel vaccin et avec quelle régularité. Et derrière, en fait, c'est le développement de vaccins qui protègent contre tous les coronavirus. Ça, c'est le grand enjeu des années qui viennent. Et puis également de traitements antiviraux qui sont quand même vraiment en train de progresser de façon assez spectaculaire. En fait. On va y venir. Mais bon, on prend la famille des coronavirus, elle n'est pas méchante. Au départ, c'est pas la pire. On peut imaginer la même histoire avec la famille Ebola ? Ebola, ils sont déjà... Ebola tue de façon massive. Oui, mais une mutation qui le fait voyager. Ah oui. On peut tout imaginer, mais je dirais, enfin tout ça est terrible à dire et presque un peu cynique, mais Ebola a une telle létalité, tue tellement de gens, que c'est pas un virus qui se propage et puis de façon facile, et surtout, c'est pas un virus qui se propage par voie respiratoire. En fait, depuis le début, et par rapport à ta question de tout à l'heure, on savait qu'un virus qui se propage par voie respiratoire, ça lui donne évidemment les conditions idéales de propagation. Donc, une épidémie de type Ebola, qui par une mutation se diffuserait partout, c'est jamais impossible. Mais en termes de probabilité, c'est plutôt moins probable. Par contre, si on veut se faire peur, on peut parler de la grippe, tout simplement. Avec les grippes aviaires, on sait bien qu'on a eu des épisodes qui ont tué un nombre relativement limité de gens parce que le virus ne se diffusait pas d'une façon majeure, mais de virus aviaires, H5N1, etc. Et là, pour le coup, si on voyait arriver certaines mutations, on pourrait à nouveau se faire peur. On a des vaccins. On les utilise, il faut les utiliser mieux. Il y a beaucoup d'autres vaccins qui sont également en travail. On en parle moins pour l'instant pour des raisons évidentes, mais il y a beaucoup de travail là-dessus. Est-ce que des vrais nouveaux virus, ça existe ? C'est-à-dire qu'on découvre un virus que personne ne connaissait ou on travaille toujours sur des virus qui datent depuis la préhistoire ? Alors, on découvre des nouveaux virus encore. Probablement, ils existaient depuis très longtemps. Simplement, alors maintenant, des nouveaux virus qui sont réellement, qui induisent des maladies chez l'homme, je pense personnellement qu'on en découvrira. Pour l'instant, on n'en découvre pas tellement. Et je dirais que c'est heureux. Par contre, il y a par exemple un consortium qui fait du séquençage systématique de tous les virus dans le monde qu'on peut trouver partout, chez les animaux, dans toutes les espèces. Il y a un nombre de virus absolument incroyable, mais des virus qui induisent des maladies chez l'homme. Pour l'instant, on a, je dirais, à peu près fait le tour, mais je dis tout ça avec énormément de prudence parce que du fait des modifications dont on parlait tout à l'heure, de l'écosystème humain, on génère des interactions entre l'animal et l'homme qu'on n'avait pas avant et qui font que 70% des maladies infectieuses émergentes sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont induites par les animaux. Donc beaucoup des données qu'on a actuellement peuvent malheureusement évoluer dans les années qui viennent du fait de ces changements de l'écosystème. Alors, est-ce qu'il y a des expériences dans le monde du vivant où une infection virale a conduit à l'extinction d'une espèce ou plusieurs ? Pas à ma connaissance, mais par exemple, on se demande si du temps de Néandertal, il n'y a pas eu quand même des extinctions fortes de populations, alors pas d'espèces, mais des extinctions massives dues à certains virus et qui d'ailleurs auraient contribué à une sélection. On a retrouvé par exemple des données génétiques qui pourraient prédisposer à la sévérité de l'infection à Covid-19 qui clairement nous ont été transmises par Néandertal. Et donc il y a des hypothèses, là aussi, je ne suis pas directement impliqué dans ce type de recherche, mais de ce que je comprends, il y a réellement des hypothèses sur le fait qu'il y aurait pu y avoir des infections massives par des virus de type Covid, enfin SARS-CoV-2, avec des infections de type Covid-19 dans ces périodes. Ça reste évidemment, pour des raisons évidentes, assez spéculatif, mais c'est possible. Mais ce n'est pas une extinction, enfin, c'est une sous-espèce, je dirais. D'accord.
Vous avez dit tout à l'heure, l'épidémie allait s'arrêter parce qu'on va beaucoup vacciner. En fait, dans l'histoire, il n'y avait pas de vaccination, mais ça s'est arrêté parce qu'on avait une immunité collective auprès de millions de morts. C'est la même chose que la vaccination, on est bien d'accord. À la fin, ça revient un peu au même. Heureusement, la vaccination évite de passer par les morts, enfin pour ceux qui sont vaccinés. Oui, non, mais c'est pour dire c'est ce qui se passait autrefois. Oui, non, mais je comprends bien ce que tu dis. Et disons qu'il se passe quelque chose d'un peu curieux, effectivement, sur Covid-19, parce que, comme vous le savez bien, il y a quelques mois, on disait si on atteint 70-75%, ben on sera près de l'immunité collective, etc. Puis on vaccine. Et effectivement, c'est ce que disait Nicolas Leblanc, ça continue à cause du Delta, en fait, et de la contagiosité extrêmement forte. Donc, à quel moment on aura vraiment atteint nos buts, c'est difficile à dire. Mais encore une fois, je pense que quand on sera à 85-90% de la population vaccinée, plus toutes les personnes qui ont eu l'infection naturelle, on devrait y être. Mais ça, c'est dans les pays riches, c'est dans les pays qui ont de la chance. Et c'est tout le sujet. Vous traquez les mutations dans le monde entier ? Oui, on coordonne en fait. Alors, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une base de données qui s'appelle GISED, qui est extrêmement efficace et qui est une compilation en fait de toutes les séquences. C'est vraiment très impressionnant. Donc ça n'est pas nous, c'est pas Global Virus Network, mais on est en contact avec eux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des échanges absolument réguliers tous les mois avec l'ensemble des scientifiques. Il y a 65 centres dans le monde de Global Virus Network, plus 12 affiliés, et on voit avec eux les tendances. Par exemple, est-ce que vous avez dans votre région un nouveau variant qui démarre? Comment ça se passe, etc. Même dans les pays qui sont avec des systèmes de santé pauvres, on ne peut pas imaginer que dans une vallée où il y a très peuplé, il y a une mutation qui est en train de se faire, mais qu'on ne peut pas traquer puisqu'on ne la cherche pas. Si, c'est possible. C'est malheureusement possible, absolument. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Et on la voit arriver quand elle commence à arriver dans une population plus nombreuse, Alors, donc ça, c'est la vue un peu négative, mais c'est vrai. Alors, de façon plus positive, il y a quand même un système de surveillance qui s'organise. Mais c'est vrai, ta question, c'est vraiment le grand sujet pour la suite. On a eu un débat dans Global Virus Network, c'est comment on fait la surveillance. Comment on fait la surveillance, pas pour voir arriver quelque chose quand c'est déjà là et qu'on ne peut plus empêcher la diffusion, mais vraiment dans les phases très précoces. Alors, il y a deux stratégies qui sont complémentaires. Mais la première, c'est on séquence tout. Ce que je disais tout à l'heure, il y a un consortium, ils veulent absolument tout séquencer sur la Terre, tous les virus, etc. Et on essaye de voir. Mais nous ne sommes pas tellement en faveur de ça et on n'est pas les seuls parce qu'en fait, on est dépassé par les données et puis finalement, on n'en fait pas grand-chose. Nous, ce pourquoi nous plaidons, c'est vraiment des postes de surveillance qui soient spécifiquement à l'interface entre homme et animal, y compris effectivement par rapport à ce que tu disais dans des endroits reculés où on soit vraiment au niveau des marchés, vraiment, et que là on ait des prélèvements systématiques chez des humains qui sont en contact de façon régulière avec les animaux. Et encore une fois, il faut réussir à aller dans les endroits qui sont reculés, qui sont mal desservis. Et c'est très difficile. Mais c'est là où il faut une OMS, pour terminer, qui soit forte et qui puisse être financée et qui puisse aider à ça. Sinon, on n'y arrivera pas. Et en l'état actuel des choses, l'hypothèse de l'arrivée d'une mutation résistante à tous les vaccins, c'est plausible? Et à quel niveau de probabilité vous le situeriez? Bon, c'est très difficile de répondre. C'est pas impossible. Moi, je pense, et c'est dangereux de dire ça, mais je pense que ça n'est pas très probable pour deux raisons. En fait, la première, c'est que de façon générale, même si on parle, et on a raison beaucoup, des mutations des coronavirus, globalement, on voit bien que depuis le début, on le savait, le niveau de mutation, il est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on voit sur la grippe. La grippe, d'une année à l'autre, on parle vraiment de virus qui sont complètement différents. Là, c'est pas ça. On voit des mutations
qui posent problème, bien sûr, mais des mutations à partir d'un virus existant. Le second point, c'est qu'on a l'impression, mais vraiment, je parle avec beaucoup de prudence, mais on a l'impression que les différents mutants, ils reprennent quand même, en termes de mutations, des combinaisons différentes à partir des mêmes mutations de base. Et donc, on voit quand même que les vaccins sont efficaces. Et jusqu'ici, je dirais qu'on n'a pas vraiment d'argument pour voir apparaître des mutants qui résisteraient à tous les vaccins. Il suffit de dire ça pour que le lendemain, on en voit apparaître un. Mais ce serait quand même ma réponse. Et on saurait le repérer assez vite avec le système de surveillance que vous évoquiez il y a quelques minutes? Oui, absolument, oui. Ouais. Parce que le variant Delta et le variant Alpha, on a mis quelques mois à réagir dans les pays occidentaux, dans les pays occidentaux, surtout sur le variant Delta. Là, vous pensez que maintenant, on est fort de ces expériences, c'est en quelques semaines qu'on est en capacité de réagir s'il y a une mutation un peu plus dangereuse qui viendrait à poindre? Oui, je pense que oui. Je pense que en tout cas dans les pays riches, parce que malheureusement, on doit toujours discuter à deux niveaux, mais je pense que dans les pays riches, et également quand même maintenant dans beaucoup d'endroits, dans des zones plus défavorisées, je pense qu'on a quand même appris. Il faut voir que ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que le développement technologique au cours des années précédentes a été fantastique. Il y a une capacité de faire ce qu'on appelle en anglais le monitoring epidemiology, vraiment une épidémiologie moléculaire, une épidémiologie qui permet vraiment de suivre les virus. On a des choses extraordinaires si on met l'intelligence artificielle, si on met les bases de données. Donc je pense que de ce côté-là, on devrait pouvoir être beaucoup plus efficace qu'on ne l'était il y a 2 ans. Vous connaissez bien évidemment Stéphane Bancel, qui est le président français de Moderna. Il dit que lui, ça serait rapide de faire un nouveau vaccin, mais qu'il faut le fabriquer, et qu'apparemment, la France en particulier, n'anticipe pas vraiment. Il y a une usine qui était prévue, mais qui tarde à s'implanter dans notre pays. On a l'impression qu'on n'a pas encore compris. Bon, on a l'impression effectivement qu'on a une réactivité globalement beaucoup plus faible. C'est vrai, en particulier de ce qu'ont eu les États-Unis dans cette affaire. Stéphane a raison là-dessus. C'est pas seulement la France, c'est l'Europe. On l'a bien vu au moment des vaccins. Je pense effectivement qu'on a du mal à s'adapter à la vitesse nécessaire du fait d'un certain nombre de couches bureaucratiques et puis d'une certaine frilosité. Et c'est effectivement dommage. Cela dit, par rapport à ce qu'a fait Stéphane avec Moderna et aussi ce qu'ont fait Pfizer et BioNTech, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut bien dire que oui, on pourra faire des nouveaux vaccins qui s'adapteront, mais derrière ça, il faut qu'on trouve des solutions plus long terme. On ne peut pas aller revacciner en permanence les populations avec des boosters tous les 6 mois pour les personnes qui sont fragiles. Donc il y a pour l'instant tout un effort de vaccination, je dirais, de seconde génération qui est en cours, qu'on va voir arriver et qui, j'espère, vont contribuer à nous donner une protection plus long terme. Et donc, à votre avis, vous qui êtes à la tête d'une organisation internationale, quelles seraient les pistes d'amélioration d'une collaboration entre les États qui permettraient d'être plus rapides pour structurer les évolutions de l'épidémie, pour combattre les épidémies? Oui. Alors, ce que je vais dire, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent « tu es trop idéaliste, etc. » Mais je pense qu'on est dans des situations tellement graves qu'il y a un moment où il faut... Je pense qu'on est un peu dans la même situation qu'au moment de la création de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une OMS, je leur dis la même chose, qui soit une vraie organisation. Parce que, et je ne suis pas le seul à dire ça, on peut aller réinventer les choses. On a toujours tendance à les réinventer. Alors, par exemple, en France, on va aller créer une nouvelle agence. Ça, c'est notre manière de faire, qui va faire tout très bien, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il vaut mieux
améliorer les structures existantes. Au niveau international, c'est un peu pareil. La catastrophe qu'on a eue pour Covid-19, c'est l'absence complète de coordination en termes de gestion de la pandémie au niveau politique entre les différents États. On sait très bien, je ne suis pas naïf, à quel point c'est difficile, à quel point il y a des considérations économiques, politiques, etc., etc. Mais à l'arrivée, c'est pour ça qu'a été créé l'OMS. Et je redis toujours ça parce que je pense que c'est par là que ça se passe. On revient sur ces vaccins. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux anti-vaccinaux du monde parce que ça paraît incompréhensible quand même, cette attitude de gens qui sont bien cortiqués et qui se mettent en travers. Si je peux être un peu familier, Jean-François, dans cette émission, et Nicolas, j'ai envie de dire, il y en a marre. C'est-à-dire que je pense il était, je trouve, légitime de demander des explications. Il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de couacs, de communication. Il est vrai. Je peux comprendre, vraiment, je le dis sans aucun mépris, des inquiétudes, des besoins de clarification, etc., etc. Mais ça a eu lieu. On a un vaccin qui a été donné, maintenant je crois que c'est entre 3 et 4 milliards de doses. On a les résultats de toutes les agences régulatrices. Ces vaccins ont fait l'objet des mêmes procédures, contrairement à ce qu'on voit passer que pour d'autres vaccins, etc., etc. Et moi, ce qui me fend le cœur, c'est quand je vois par exemple des interviews, je voyais ça en Guadeloupe et en Polynésie, de personnes qui sortent de réanimation et qui disent « mais si j'avais su ». Là, à Tampa General Hospital, il y a une personne qui vient de décéder, sa veuve a fait un appel à la population en disant « mais écoutez, mais si j'avais su, mais j'aurais fait vacciner mon mari, même si lui a été inquiet ». Et ça fait mal. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité des gens maintenant qui va au-delà de leur responsabilité individuelle. Parce que l'autre point que je voudrais dire, c'est que le nombre de personnes qui ne peuvent pas être traitées pour d'autres maladies, qui sont des maladies graves, parce que tous les lits sont occupés par des gens qui sont infectés par Covid, dont 90 à 95% sont non vaccinés. Il y a une responsabilité collective. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a des limites à la désinformation, vraiment. Alors, on ne parle presque plus de médicaments contre le virus. Et c'est vrai que trop peu efficace, trop cher. Vous en pensez quoi de ces essais cliniques là, qui commencent à émerger sur ces médicaments, en sachant que sur la grippe, on n'a pas eu grand-chose dans le passé. Sur les autres virus respiratoires, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Et qu'est-ce qui fait que sur le Covid, pour combattre la maladie, il y aurait des succès aujourd'hui? Et quels sont ces médicaments? Alors, on voit arriver effectivement au moins 3 ou 4 candidats molécules qui ont une action directement antivirale sur le virus. Il y a d'autres molécules qui ont un effet sur l'hôte, c'est-à-dire qui agissent sur la cellule qui a été infectée par le virus, sans être spécifique du virus, mais qui protègent la cellule. Bon, il y a eu beaucoup de, comme vous le savez, de contestations sur l'hydroxychloroquine. Bon, maintenant, on sait que ça n'est pas efficace. Il y a pour l'instant des discussions sur l'ivermectine. Il y a aussi la nitazoxanide, mais ça, je suis un peu partie prenante parce que je les ai conseillés. Mais c'est pas ça qui va complètement résoudre le problème. Donc, on voit arriver des molécules qui ont un effet direct. Il faut être prudent, mais c'est vrai que les premiers résultats sont vraiment prometteurs. Pourquoi? C'est une bonne question. On les aurait sur Covid-19 et pas sur la grippe, pour la même raison que ce qui s'est passé pour le vaccin. Parce que l'effort a été et est incroyable sur SARS-CoV-2, sur Covid-19. Alors on peut se demander d'ailleurs pourquoi on ne l'a pas fait avant, cet effort, ça c'est une question. On peut également parler du diagnostic, parce que ce même effort n'est pas fait sur le diagnostic. Mais je pense que ça explique le succès. Alors, il faut être prudent. On aura réellement les résultats à partir du printemps 2022. Mais c'est assez prometteur, effectivement. Oui, de toute façon, la solution reste encore plus que jamais la vaccination. Ces vaccins à ARN messager, ils sont quand même en train de changer le profil de toutes les maladies infectieuses.
on va s'attendre à des nouveaux vaccins, voire même en dehors de l'infectieuse, en cancérologie. Mais vous pensez que on va mettre au point des vaccins dans toutes les maladies infectieuses avec ce principe-là ? Alors, d'abord, je pense effectivement que c'est clairement un changement de paradigme, et c'est tout le mérite de Moderna, de Stéphane Bancel et des gens de Pfizer BioNTech d'y avoir cru, et ça vraiment d'y avoir cru, parce que moi je me rappelle quand j'étais directeur de l'Institut Pasteur, on avait fait une collaboration avec Moderna qui a malheureusement pas donné suite après, qui n'a pas été suivie après, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient, très franchement. Donc je pense qu'ils ont vraiment un mérite énorme, et oui, c'est un changement de paradigme. Alors est-ce que ça s'appliquera, et ça va s'appliquer à d'autres maladies infectieuses, ça c'est clair. Alors après, il faut être prudent, parce que tout dépend de la balance de l'équilibre entre la réponse dite anticorps, humorale, et la réponse cellulaire. Il y a une réponse d'immunité cellulaire avec les vaccins ARN, contrairement à ce qu'on disait au début d'ailleurs, et c'est bien, mais elle est quand même moins importante qu'avec d'autres vaccins. Donc ça ne va pas résoudre le problème de toutes les maladies infectieuses, mais oui, ça va s'appliquer, ça c'est sûr, sur d'autres maladies infectieuses. Au fond, les vaccins ARN permettent de réagir très vite. Vous avez un nouveau virus, un nouveau variant, vous pouvez adapter très vite. Probablement derrière, il faut avoir ce que je disais tout à l'heure, une seconde génération qui permette d'assurer une protection plus longue. Ça, c'est une chose. Et puis, parallèlement, sur des virus qu'on connaît, par exemple sur Zika, sur CMV, ils sont en train de faire des essais. Alors, maintenant, sur HIV, sur le VIH, là, ça me paraît plus difficile, mais je serais tellement heureux de me tromper, ce serait formidable. Eh bien, écoutez, cette deuxième émission consacrée à Covid, mi-temps, prolongation, fin de match, avec 2 invités exceptionnels se termine. Merci Christian. Je disais, Nicolas, en introduction, des invités exceptionnels qui donnent envie de faire des émissions de ce type. J'espère que vous mesurez notre chance de côtoyer chaque semaine l'élite de la médecine et surtout de la simplicité de leurs propos dans des domaines souvent très complexes. Ah ben c'est formidable, hein, surtout que l'actualité me donne l'occasion de pouvoir les rencontrer très régulièrement. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. Christian Bréchot, vous connaissez le plaisir que j'ai de faire des émissions avec vous. On va vous souhaiter une belle journée puisque vous êtes aux États-Unis. Merci en tous les cas d'avoir participé à cette émission. On retrouvera une autre émission consacrée à la Covid avec un sujet sur lequel nous avons beaucoup d'interrogations, le Covid long. Vous avez choisi ce sujet-là, Nicolas ? Oui, parce que effectivement, Jean-François, il y a beaucoup d'interrogations. Mythe ou réalité, j'ai envie de dire. Beaucoup de questions mythe, je pense pas. En suspens, mais le cadre est à définir. Donc nous recevrons le professeur Dominique Salmon, spécialiste française de cette nouvelle maladie. Christian, Covid long, un souci aux États-Unis ? Oui, absolument. Effectivement, mythe ou réalité, effectivement, parce que pas facile toujours à définir, mais quand même, certainement. Moi, je suis très, très frappé par les conséquences long terme chez pas mal de gens de Covid. Et pour terminer sur les aspects des gens qui résistent à la vaccination, ils nous parlent souvent des effets long terme des vaccins, ils nous parlent jamais des effets long terme de Covid. Eh bien, écoutez, on vous enverra l'émission, mon cher Christian. Passez une bonne fin de journée, comme je disais. On se retrouvera très bientôt et ce sera le professeur Dominique Salmon, spécialiste français de cette maladie, qui nous éclairera sur le Covid long. En attendant, eh bien, écoutez, portez-vous bien.